Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans Question d'actu pour 1 heure en direct, comme tous les mercredis soirs. La question brûlante de la Palestine s'est élevée au rang d'épicentre des tensions entre le monde unipolaire dominé par les États-Unis et les forces contre-hégémoniques qui prônent l'avènement d'un ordre mondial multipolaire. Dans ce théâtre géopolitique complexe, le conflit israélo-palestinien devient le reflet des rivalités internationales et des divergences idéologiques, cristallisant les enjeux cruciaux de notre époque. Il n'est guère étonnant qu'une fois de plus, les États-Unis aient voté, encore une fois, contre une résolution appelant à un cessez-le-feu et rejetant tout déplacement forcé des Palestiniens. Ce qui illustre les obstacles diplomatiques à la résolution du conflit. Cette résolution a été présentée hier par l'Algérie, la deuxième du genre. Face à la persistance des massacres de civils palestiniens, l'Algérie maintient son engagement ferme à utiliser tous les mécanismes disponibles pour parvenir à une solution durable et mettre fin à cette tragédie humaine. Dans ce contexte, la solidarité des peuples et des nations souveraines envers la Palestine se révèle comme une nécessité impérieuse, soulignant l'importance cruciale de trouver des solutions équitables pour résoudre ce conflit douloureux et complexe qui perdure depuis des décennies. Ce sera donc ce thème que nous allons développer ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Cherif Driss. Bonsoir, vous êtes professeur des sciences politiques à l'École nationale supérieure de journalisme. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Nous avons également avec nous depuis Constantine, professeur Kamel Filali. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes professeur en droit international, des droits de l'homme et des droits humanitaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons avec nous en direct également professeur Bruno Droveski, professeur en histoire et sciences politiques. Vous êtes également historien, politologue et vous avez beaucoup travaillé sur cette question. Et je pense que vous avez même prémédité, anticipé sur les événements que nous vivons aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en débattre tout au long de cette émission. Avant, je vous propose de faire un point sur l'actualité à Gaza et on revient juste après pour le débat. L'hôpital Nasser de Khan Younes, le deuxième plus grand établissement médical de la bande de Gaza, n'est plus fonctionnel. Assiégé par l'armée d'occupation sioniste depuis presque 2 mois, il a subi de nombreux assauts. Son personnel médical et les patients ont été arrêtés. Aujourd'hui, il a été fermé, laissant toute une région sans infrastructure sanitaire capable d'accueillir les blessés. L'hôpital Nasser à Gaza n'est plus fonctionnel après un siège d'1 semaine suivi d'un raid en cours, a écrit le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur la plateforme X. Il a ajouté qu'au moins 200 patients restent coincés à l'intérieur de l'hôpital et que 20 d'entre eux ont besoin d'un traitement urgent et d'être orientés vers d'autres centres médicaux. De son côté, Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé, a déclaré que les forces d'occupation avaient transformé l'hôpital Nasser en caserne militaire et l'avaient mis hors service. Ils ont arrêté des dizaines de patients qui étaient incapables de bouger alors qu'ils étaient sur des lits de traitement. Puis les ont placés sur des lits militaires, embarqués dans des camions et emmenés vers une destination inconnue, mettant leur vie en danger. La situation est également désastreuse à Al-Amal, un petit hôpital de Khan Younes géré par la Société du Croissant Rouge palestinien. Les forces sionistes l'ont pris d'assaut début février et arrêté plusieurs patients et membres du personnel médical. Selon les autorités palestiniennes et les Nations Unies, seuls 14 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnent partiellement début février. 9 d'entre eux dans le sud de Gaza, dont les hôpitaux Al-Amal et Nasser. L'assaut des forces sionistes contre les hôpitaux et les services médicaux palestiniens dans la bande de Gaza fait partie de leur campagne globale visant à forcer les Palestiniens à quitter l'enclave. Entre-temps, l'entité sioniste poursuit l'extension de ses colonies sur les territoires palestiniens en Cisjordanie et Al-Quds occupée à travers de nouveaux plans criminels consistant en l'armement et l'incitation des colons à agresser délibérément les Palestiniens. Des dizaines de colons sionistes lourdement armés ont pris d'assaut ce dimanche plusieurs maisons de Palestiniens dans la ville de Tourmous, Aya, au nord-est de Ramallah. Ils ont mis le feu à plusieurs véhicules de Palestiniens et saccagé des biens et propriétés de la population locale. Selon des médias locaux, l'entité sioniste mobilise sciemment ses colons dans le but de terroriser les Palestiniens et de les pousser vainement à se désolidariser avec les populations de Gaza et de Rafah.
Une situation chaotique, un véritable drame humanitaire que vivent les Razaouis. Pourtant, cela n'a pas empêché les États-Unis, encore une fois, de voter contre un projet de résolution d'un cessez-le-feu et tout empêchant également le déplacement forcé de la population civile palestinienne. La résolution a recueilli 13 voix pour, une abstention du Royaume-Uni, bien sûr, contre celui des États-Unis. Quel est le message envoyé ? En fait, c'était prévisible. Le message doit être lu à plusieurs niveaux. Le premier, le message que les Américains voulaient envoyer, en fait, la question palestinienne, c'est une question israélienne. C'est aux Israéliens de la gérer. En aucun cas, une instance multilatérale comme les Nations Unies aura son mot à dire. Deuxième élément, et c'est aussi le message que les Américains voulaient envoyer, c'est que même si vous tentez de nous isoler, on ne laissera jamais la coalition palestinienne être reprise par les Nations Unies. Troisième élément qui est très important, je crois, c'est que les Américains avaient argué, en fait, prétexté le rejet de la résolution algérienne en disant que cette résolution allait torpiller et chahuter des efforts. En fait, quels efforts? C'est la libération des otages. Au-delà de ce rejet, ce qui peut être interprété, ce peut être compris, c'est qu'ils ont établi une certaine hiérarchie entre la vie des Palestiniens, qui sont 2 millions de Palestiniens, et les 100 ou 150 otages. Cette hiérarchie, c'est une forme de discrimination que les Américains, les Israéliens voulaient placer et qui a comme objectif un petit peu, c'est de neutraliser et de faire disparaître la question palestinienne et la réduire à une question de libération des otages. Donc la résolution algérienne, elle a le mérite d'exister, quand bien même il y avait des mises en garde et des tentatives de faire saboter, de faire décourager l'Algérie. Mais le mérite, c'est que la résolution, elle a été votée par 13 pays, dont 3 membres du Conseil de sécurité, et pas uniquement la Chine et la Russie, mais aussi la France. Oui. Donc c'est dire un petit peu le poids et le poids de cette démarche, mais aussi la gravité de la situation. Donc, à mon sens, au premier niveau d'analyse, c'est que le rejet de cette résolution avait comme objectif, c'est de dire le message, c'est que quoi qu'il en soit, en dépit des pressions internationales, en dépit des mesures conservatoires qui ont été imposées par la Cour internationale de justice, il n'y aura aucune solution que ce que les Israéliens décideront. Donc voilà, je crois que le message qui a été... Bien sûr, qui dit Israélien dit bien sûr États-Unis derrière. Professeur Kamel Filali, quelle lecture faites-vous de cet énième ou 3e rejet en tout cas d'un cessez-le-feu de la part des États-Unis? Moi, pour la lecture que je fais, c'est que je dis d'abord félicitations à la diplomatie algérienne qui s'est avérée être efficace, quoique j'ai beaucoup de regrets que la résolution ne soit pas passée dans le sens où on va continuer encore à compter un nombre quand même important de morts de nos frères palestiniens à Gaza. Mais ce que je constate à prime abord, c'est qu'au lieu de parler d'un échec total, je parlerai plutôt d'un succès mitigé, dans le sens où les Algériens, et là je fais référence à l'interview de notre ministre des Affaires étrangères accordée à Al Jazeera il y a au moins de cela un mois, où il avait quand même fait ressortir des points très très importants qui permettent de comprendre la situation actuelle, dans le sens où il avait lui-même parlé et déclaré que les rangs arabes étaient quand même très dispersés. Et donc ça, c'est une chose de l'intérieur qui a fait surface, et que non seulement les rangs arabes étaient dispersés et qu'il était très très difficile de communiquer, de faire un consensus, etc. Donc il y avait une difficulté. Je reprendrai aussi le fait qu'il a aussi pointé sur une stratégie qui ne disait pas son nom, c'est-à-dire, et qu'on a ressenti aussi hier, quand le délégué algérien à New York avait dit on reviendra, c'est des promesses donc
que finalement cette question non seulement est une question de principe pour les Algériens, on y retrouve les principes, tous les principes des droits de l'homme, plus des principes qui sont liés à des normes, ce qu'on appelle en droit international, les normes impératives de droit international, comme le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et par conséquent, l'Algérie, par son action, par sa stratégie, donc étudiée, a réussi non seulement à isoler la diplomatie américaine et donc a réussi aussi non seulement à identifier les attitudes des uns et des autres, notamment les alliés, qu'ils soient appartenant au rang arabe ou au rang américain. Le vote d'hier a permis de mettre à nu, je dis bien mettre à nu, la superpuissance et de comprendre finalement où elle voulait aller, quel était son objectif. Et l'objectif, c'est aussi pourquoi, et ça répond à des besoins des sionistes chrétiens et des sionistes juifs, qui veulent justement débarrasser la Palestine de ses habitants, de ses populations autochtones, pour en faire une terre judaïsée, exclusivement juive, et où ils pratiqueraient leur propre souveraineté. Donc moi je dis que voilà, nous sommes dans une situation où il risque d'y avoir, donc c'est un tournant, on risque d'aller de l'avant, puisque maintenant les nations et les peuples aussi connaissent la véritable réalité et le visage des acteurs, et notamment que les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre justement l'avènement des dessins, leurs dessins et les dessins de l'équipe dirigeante israélienne. Oui. Et cela me permet de me rappeler aussi que déjà le président Biden, quand il était sénateur, il disait en ces termes, au niveau du Sénat américain, si Israël n'existait pas, il fallait l'inventer. Oui, il fallait l'inventer parce qu'ils avaient besoin de protéger leurs intérêts dans la région, et Israël est inscrit dans leur ceinture de sécurité. On va développer cet axe tout au long de cette émission, professeur Filali. On va le développer. Alors, pour rester encore avec ce qui s'est passé hier et ce Conseil de sécurité, je rappellerai juste, puisque vous parlez du rôle de l'Algérie, nous ne nous arrêterons pas tant que ce Conseil n'aura pas assumé son entière responsabilité, appelé un cessez-le-feu, car notre volonté est de faire et notre détermination est inépuisable, avait déclaré l'ambassadeur algérien à l'ONU, Ammar Benjama. Alors, l'ambassadeur palestinien a fustigé ce veto irresponsable et dangereux des États-Unis. Le message envoyé aujourd'hui à Israël par ce veto est qu'ils peuvent continuer à faire n'importe quoi en toute impunité. C'est effectivement le cas, professeur Bruno Dreweski. Aujourd'hui, la brutalité a encore pris le dessus. L'impunité de l'entité sioniste, encore une fois, a été permise. Oui, tout à fait. Alors moi, je verrais cette résolution pratiquement comme un succès. Bien sûr, c'est un échec au sens où formellement la résolution n'a pas passé, mais je pense que personne ne s'attendait à ce que les Américains ne mettent pas le veto. Donc de toute façon, c'était prévisible. Et donc en termes de communication, les choses sont désormais claires. Il ne peut plus y avoir un seul partisan du sionisme aux États-Unis ou en Israël ou ailleurs dans le monde, qui peut encore prétendre qu'on a des pays défendant les droits de l'homme, la démocratie et je ne sais quoi encore. Les choses sont désormais claires. Si je peux dire, la barricade n'a que deux côtés et on sait très bien où est la vérité, de quel côté et où est... c'est même plus l'hypocrisie, puisque maintenant les choses sont devenues claires, où on a la violence crue.
et coloniale, néocoloniale, raciste, hégémonique de façon générale. Donc d'une certaine façon, maintenant les choses sont encore plus claires, elles l'étaient déjà pour beaucoup. Et je pense d'ailleurs que ce conflit qui a commencé en octobre, qui poursuit évidemment un conflit qui dure depuis 75 ans, a clarifié déjà énormément de choses parce que jamais dans le monde, et je pense bien sûr aux pays du Sud global, mais je pense aussi aux pays occidentaux, une telle masse de population n'avait manifesté une sympathie aussi forte à l'égard de la cause palestinienne. En fait, j'aurais tendance à dire les sionistes sont allés un pas trop loin en ce qui concerne la communication. Ils ont perdu la guerre de la communication, et ça me semble essentiel. Maintenant, évidemment, la guerre militaire, ils sont encore en train de pouvoir marquer des points, mais de toute façon, au bout de 5 mois, ils n'ont pas réussi à réduire la résistance palestinienne, ni à Gaza, ni, il faut le rappeler aussi, en Cisjordanie, sans parler du fait qu'évidemment, ils n'osent pas s'aventurer au Liban ou ailleurs. Quand vous dites qu'ils ont perdu la guerre de communication, on entend ça souvent en ce moment, que l'antité-sioniste a perdu la guerre de communication, mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire et quel poids cela a-t-il ? Est-ce que ce sera pour l'histoire ? Ce sera l'histoire qui en jugera ? Non, je pense que c'est les populations. Vous savez, les opinions publiques n'influencent pas les choses du jour au lendemain. Mais sur le long terme, c'est toujours les opinions publiques qui, en dernière analyse, fonctionnent. Je rappellerai des conflits qu'on a connus, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, etc. Combien de temps a-t-il fallu avant que l'opinion se retourne ? Mais finalement, l'opinion s'est retournée et on sait très bien comment ce type de conflits coloniaux s'est terminé. Et je pense que ce sera la même chose pour la Palestine. Ils ont de moins en moins, les sionistes ont de moins en moins de légitimité et on n'a jamais vu dans l'histoire, je suis historien, on n'a jamais vu dans l'histoire une entité politique durer longtemps lorsqu'elle a perdu sa légitimité. Bon, cela étant, on aura encore beaucoup de morts en Palestine, c'est dramatique. Mais ça n'empêchera pas que la victoire morale est déjà acquise, si je peux dire, dans le camp palestinien. Oui. Alors qu'ils étaient pour les États-Unis jusqu'ici systématiquement opposés à toute utilisation du terme cessez-le-feu, aujourd'hui ils proposent leur version de soutien à cessez-le-feu, ce qu'ils proposent pour l'avenir, mais pas immédiat, et sous condition. Faisant écho aux récentes déclarations de Joe Biden, le texte évoque certainement un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable. Alors, certains s'interrogent sur les objectifs des États-Unis avec ce texte. Est-ce qu'ils veulent réellement aller vers une résolution ou est-ce qu'ils ne poussent pas aussi à un veto qui sera refusé par un des autres pays tierces qui est contre les États-Unis ? En fait, la position américaine doit être expliquée par plusieurs paramètres. Des paramètres liés à leurs objectifs, leurs intérêts au niveau régional, leurs intérêts stratégiques, mais aussi les intérêts de leurs alliés israéliens. Donc, le premier paramètre, à savoir l'alliance avec Israël, cette relation anormale, donc qui conditionne un petit peu ce tropisme israélien, qui conditionne un petit peu toute la politique, le regard que portent les Américains, l'élite américaine, de ce que devrait être la solution entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc en aucun cas, les Américains, qu'ils soient de républicains ou démocrates, ne peuvent sortir de ce sentier qui a été tracé depuis des décennies. Deuxième observation, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, les Américains veulent montrer aussi qu'ils peuvent gérer la situation. Ils ne laissent aucun acteur, aussi bien multilatéral comme les Nations Unies ou un autre acteur, même leurs alliés, prendre l'initiative de proposer des solutions. Cela reviendrait, dans le cas contraire, reviendrait à démontrer qu'ils ont perdu leur influence, qu'ils ont perdu leur impact comme étant un poids considérable et un point très prégnant au niveau des relations internationales, et notamment au niveau de la gestion de ce qu'on appelle la situation dans le Moyen-Orient. Pour ce qui est troisième élément, pour ce qui est Israël, donc les Américains sont très tatillants et ils marchent sur des œufs par rapport à cette question qui est très importante, liée à la politique interne, le poids du lobby pro-sioniste
on a les élections présidentielles qui approchent, et je crois que c'est l'une des rares fois où la question de la politique étrangère, notamment, va peser sur la campagne électorale, et les démocrates, Joe Biden, fait en sorte que cette question ne jette pas son ombre sur cette question. Oui. Et troisième et autre aspect, lié à la politique interne israélienne, il y a ce magma, ce tiraillement entre différentes tendances. Oui. Donc, ce qui est clair, le consensus... On sent une division un peu au sein même de la société. Il y a une division au sein de la société, mais il y a ce qu'on appelle une polarisation au sein de la société, une polarisation politique. Mais la tendance actuellement, il y a l'effet 7 octobre qui reste encore vivant, mais il n'est pas aussi prégnant qu'il a été les premières semaines, qui est en train de se tarir un petit peu. Mais toujours est-il, au niveau de la classe politique israélienne, il y a ce tiraillement entre le cabinet de guerre et le gouvernement, mais aussi le poids de ce qu'on appelle la tendance, le sionisme judéaisé, représenté par certains ministres qui sont jusqu'au boutiste et qui ne veulent plus entendre parler d'un État palestinien. Donc les Américains indexent leur position, leur solution et le rejet de toute résolution par rapport à ces paramètres internes, parce qu'au-delà du souci de l'aspect militaire, la détermination et les déclarations de dire finalement notre objectif reste le même, c'est de détruire Hamas, et qui est plus... Gaza ne constitue plus un danger, mais il y a des objectifs stratégiques, des desseins inavoués, qui consistent un petit peu, pour certains, de vider toute la population de Gaza, la renvoyer dans certains pays voisins, en l'occurrence l'Égypte, et d'élargir les frontières géographiques d'Israël pour inclure Gaza, et ce qui aboutirait in fine à annihiler, à ne plus parler de ce qu'on pourrait appeler une question palestinienne. Donc l'objectif inavoué, et Benjamin Netanyahu l'a dit, qui est le ministre le plus sécuritaire dans toute l'histoire d'Israël, appuyé par son parti, le Likoud, et certains partis de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite ou le sionisme judaïsé, qui veut dire finalement, en aucun cas, on ne doit parler d'un État palestinien. Donc là, il rejette de toute façon la solution à deux États, il le dit clairement. On a même vu des vidéos choquantes où il y a l'après-Gaza, où on voit une ville reconstruite et où l'existence des Palestiniens n'y est pas, où elle est effacée complètement. En fait, ils se projettent déjà dans cet avenir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu partie de la classe politique, notamment les alliés de Netanyahou, qui se projettent l'après 7 octobre. L'après 7 octobre, c'est de dire finalement, Gaza fera partie dans ce qu'on appelle le continuum géographique du Grand Israël. Mais toujours est-il ce projet que certains considèrent comme irréaliste, même certains en Israël considèrent comme irréaliste, toujours est-il que les Américains, même les Européens, indexent toute leur politique par rapport aux attentes des Israéliens. Donc, in fine, on revient à toute résolution qui viendrait aussi bien de l'Algérie et de certains pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, toutes les démarches entreprises qui ont les mérites d'exister en dépit de ce rejet, de cette tendance hégémonique et de ce tropisme israélien qui est très fort de la part des Américains. Donc ces pays-là indexent toute leur politique par rapport à ce que veulent les Israéliens. Donc l'idée qui ressort et qui, au-delà de toutes ces manœuvres et de toutes ces tentatives de sabotage et de torpillage de toutes ces initiatives, c'est de dire finalement les Américains, le message est clair. Il n'y aura pas de solution tant que les Israéliens ne le décideront. Oui. C'est-à-dire que voilà le message qui est clair. C'est ça. Alors, professeur Filali, on le voit davantage à chaque fois, à chaque réunion du Conseil de sécurité ou à l'ONU, on voit une fracture aujourd'hui bien distincte entre le monde occidental et le reste du monde. Il devient de plus en plus visible avec ce conflit en Palestine. Oui, avec ce conflit, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment, les choses sont plus claires et elles sont plus lisibles. C'est-à-dire que dans le sens où j'ai parlé de stratégie algérienne, et je vais continuer dans ce sens, oui. On voit plus clair quant au... Je ne parlerai pas... je parlerai des ambitions israéliennes et américaines, c'est de vider Gaza et la Cisjordanie, plus Jérusalem-L'Est, de sa population palestinienne, pour en faire des parties incluses
totalement dans le territoire israélien. D'ailleurs, de par leur législation interne, ils ont déjà annexé, par exemple, Jérusalem en disant que c'est la capitale donc israélienne et c'est une capitale éternelle. Et donc, c'est dans les textes et c'est dans les déclarations de hauts responsables israéliens. Ils sont même partis plus loin. Maintenant, ils ne parlent plus de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, ils parlent de Judée et Samarie. Oui. Donc, on revient à leurs textes bibliques, etc. Donc, ce qui est clair maintenant, c'est que nous connaissons parfaitement les objectifs des sionistes, où ils veulent déboucher, donc l'évacuation et vider la Palestine de ses habitants, Et c'est là où on voit, par exemple, qu'il y a une crainte. La crainte de la diplomatie algérienne, c'est que l'Algérie, à la différence, par exemple, de la Chine et de la Russie, a la possibilité de mobiliser des peuples libres et des États libres, et on commence à le voir déjà. L'effet, par exemple, de la politique algérienne en Amérique latine, il ne faut pas oublier ce qui s'était passé hier et avant-hier avec le président Ignacio Lula au Brésil, qui a rappelé son ambassadeur. Oui. Et donc, il y a cette mobilisation, ce leadership que peut exercer l'Algérie dans le sud global et, par exemple, être à la tête de gens qui refusent, d'États qui refusent d'adhérer à l'ordre ancien. Pourquoi ? Parce que c'est un ordre hégémonique, c'est un ordre plein d'injustice, c'est un monde criminel, c'est un monde auquel ils ne veulent plus faire part. Oui. Et c'est là où se pose la question soit de la réforme du Conseil de sécurité et l'ordre nouveau. Oui. Et comme cette tâche est très très compliquée par rapport au droit international, il faut aller vers les articles 109 jusqu'à 117 de la Charte des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours besoin de réunir les voix positives, donc consentantes des membres permanents du Conseil de sécurité, et les États-Unis empêcheront justement toute tentative d'aller dans ce sens-là. Et par conséquent, on risque dans la création de nouveaux mécanismes, de nouveaux blocs, de nouvelles coalitions qui gêneraient beaucoup. Et dans ce sens, ce bloc qui est constitué d'États libres et de peuples libres serait beaucoup plus difficile à gérer que ce qu'on a, par exemple, actuellement. On connaît la Russie, on connaît la Chine, donc les États-Unis vont vers des difficultés plus grandes avec le Sud global. Alors, professeur Droueski, dans le prolongement de ce que disait professeur Filali à l'instant, vous pensez justement que les événements en Palestine ont influencé les alliances et les relations entre les pays du monde unipolaire et ceux qui s'y opposent et ceux qui sont pour un monde multipolaire ? Oui, je pense que les choses se sont clarifiées. C'est ce qui explique pourquoi le conflit palestinien éveille tant de réactions dans le monde entier, en général en faveur des Palestiniens, mais parfois contre eux aussi. Mais de toute façon, les réactions, c'est certainement le conflit le plus médiatisé et celui qui a le plus fort impact aujourd'hui dans le monde. C'est pas par hasard, c'est un point de tension centrale. Alors moi, j'aurais envie de dire que le bloc occidental est affaibli. Et c'est parce qu'il est affaibli, et j'ai même envie de dire il est vermoulu, qu'il est particulièrement violent. Il faut savoir évidemment que les bêtes blessées sont toujours plus agressives que les autres. Et on voit que la situation économique dans les pays occidentaux est loin d'être formidable. Pour ce qui est de l'entité israélienne, on doit mesurer aussi que cette guerre leur coûte énormément. C'est-à-dire que vous avez quand même ce qu'on appelle des réfugiés de l'intérieur, c'est-à-dire des Israéliens qui ont été obligés de quitter leur région, soit proche de Gaza, soit proche
proche du Liban. Vous avez, on en parle très peu, le nombre d'Israéliens qui a quitté le pays depuis octobre Oui. dernier. Démographiquement, aujourd'hui, les Palestiniens sont nettement majoritaires entre le Jourdain et la Méditerranée. Oui. Et ça me semble essentiel. Alors évidemment, on en tue beaucoup à Gaza, mais ça ne changera pas l'équilibre démographique. Par ailleurs, on nous a beaucoup parlé, par exemple, de ce dôme de fer, mais on ne nous dit jamais que quand on utilise ce dôme de fer, c'est énormément coûteux pour l'économie israélienne. Oui. Donc l'économie israélienne est portée aujourd'hui à bout de bras par les États-Unis, qui eux-mêmes sont dans une situation économique, et je ne parle même pas de la situation économique des pays de l'Europe, qui évidemment aujourd'hui va payer leur gaz très cher à cause de la guerre en Ukraine. Donc si on met tout ça ensemble, on voit que le bloc occidental est nettement affaibli, et que les pays de ce qu'on appelle le Sud global, mais auquel on peut évidemment rajouter la Russie et la Chine d'une certaine façon, ces pays, enfin les partisans de la multipolarité, appelons ça comme ça, les partisans de la multipolarité ont plutôt le vent en poupe. Même si effectivement la situation militaire et humanitaire en Palestine est dramatique, mais on voit qu'il y a énormément de fronts qui ont été allumés par la faute des États-Unis en Ukraine, en Palestine, des tensions à Taïwan, des tensions en Corée du Sud, sans parler du Sahel et d'autres régions du monde. Toutes ces tensions, c'est des fronts potentiellement ouverts ou déjà ouverts que les pays occidentaux ne pourront pas financer sur le long terme. Oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé un de vos écrits. Vous me direz, ça va dans le sens, dans votre sens. Vous dites qu'il n'y a pas, que l'antisionisme n'a pas véritablement d'économie proprement parlée, qu'elle n'est pas viable tant qu'il ne sera pas intégré à son environnement régional. Il s'agit d'une base militaire des États-Unis outre-mer, financée par eux-mêmes. C'est donc une base. C'est pour ça que cela crée autant de tensions. Et pourquoi il y a ce soutien indéfectible? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que de fait, ce qu'on appelle Israël, c'est une base militaire. Et d'ailleurs, si on regarde, si on revient très loin en arrière, c'est-à-dire au projet britannique 19e siècle, je ne parle même pas de la déclaration Balfour, il y a des déclarations très nettes de politiciens britanniques qui, déjà à l'époque, disaient qu'il fallait créer une entité qui séparerait le monde arabe ou le monde musulman en deux. Et si vous regardez la carte que les Anglais ont dessinée de la Palestine, donc au moment des accords Sykes-Picot, ils ont fait exprès qu'elle se rende jusqu'à la mer Rouge par une pointe qui empêche les communications entre les pays arabes et les pays musulmans. Donc on voit bien que c'est une base militaire qui d'abord a été créé par l'impérialisme britannique, le colonialisme britannique, puis repris en quelque sorte par les États-Unis. D'une certaine façon, c'était une nouvelle croisade, cette fois-ci fait au nom du judaïsme, ou d'un judaïsme perverti d'ailleurs, mais au nom du judaïsme, quand les anciennes croisades l'avaient été au nom de la chrétienté. Mais de toute façon, bien sûr, derrière ça, il y a des intérêts géostratégiques qui visaient et qui visent toujours à verrouiller ce qu'on appelle le Moyen-Orient ou l'Asie occidentale. Et sur ce plan-là, bien sûr que la Palestine, c'est un objectif, mais derrière la Palestine, il y a évidemment la volonté de contrôler l'ensemble du monde arabe. Et il faut être bien conscient de cela, sauf que, évidemment, nous ne sommes plus au début du XXe siècle, nous sommes au début du XXIe siècle. Les choses ont changé et les peuples du Sud sont bien vivants. Alors, une réaction à ce qui a été dit maintenant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, quels sont les facteurs géopolitiques qui contribuent à rendre la question palestinienne centrale au niveau mondial? C'est qu'il y a des enjeux stratégiques, géostratégiques, géopolitiques derrière. Et comme on le disait, aujourd'hui, Israël constitue une base arrière, en fait, des États-Unis au Moyen-Orient. En fait, c'est-à-dire que la question palestinienne, elle a toujours été centrale. Mais cela dit, il y a eu Mais jamais de cette manière-là. Oui, bien sûr. Il y a eu des séquences d'histoire pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que la situation régionale, la configuration géopolitique, elle est en train d'évoluer. On est passé d'une configuration, si on peut dire qu'elle est rigide, ossifiée, vers une situation qui est liquide. En ce sens que, les rapports de force évoluent. Deuxième des choses, il y a trop d'incertitudes. Troisième élément, c'est qu'il y a une sorte d'interdépendance, de vulnérabilité. Donc, à savoir ce qui se passe en Palestine ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les pays voisins comme la Jordanie et l'Égypte, et même sur les pays du deuxième siècle, notamment la Syrie, voire Liban et tout, avec ce qui se passe
dans la mer Rouge avec les Houthis qui sont entrés en équation. Donc cela d'autant plus que pour plusieurs raisons, notamment liées à la géoéconomie et à l'énergie, ce qu'on appelle la sécurité énergétique, des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme l'Irak, l'Iran, qui sont de gros producteurs de gaz et de pétrole, des paramètres liés aux routes maritimes qui sont très importants pour le commerce international, même pour la communication militaire et autre chose. Canal Ben Gourion. Donc, tout à fait. Donc, ce qui fait que la question palestinienne ne peut pas ne pas. Donc, mais là, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est qu'actuellement, dans la stratégie israélienne, on passe à un autre cap, à une autre dimension, avec la montée de l'extrême droite, ce que je disais tout à l'heure, le sionisme judaïsé, avec la réactualisation et plutôt la revivification d'un certain rêve biblique qui est venu, si vous voulez, les religieux qui ont pris le dessus sur les laïcs au sein de la classe politique, ils essaient de remettre en scène le grand projet d'Israël, et cette velléité, cette stratégie fait qu'en sorte que la situation se complique davantage. Donc, toute extension des frontières géostratégiques d'Israël au détriment des territoires palestiniens, aussi bien Gaza pour l'instant et peut-être demain la Cisjordanie, aura un impact. Pourquoi aura un impact? Déjà, sur le plan humain, le fait de vider toute une population, maintenant, qui va accueillir les Palestiniens? On parle de pressing, de les faire vider, le transférer vers aussi bien la Jordanie que l'Égypte, et cela risque d'avoir des impacts au niveau de la politique interne, la cohésion sociale, la politique interne de ces deux pays. Troisième élément, le fait de s'étendre et d'aller vers un territoire, notamment pour ce qui est des frontières maritimes, avec tous les enjeux énergétiques et gaziers que cela implique. Quatrième chose, c'est qu'actuellement, on assiste à un processus de normalisation de relations de certains pays arabes avec l'entité sioniste. Mais on pensait que ça allait évincer la question palestinienne à travers ce processus de normalisation, et ça a été tout le contraire finalement. Pas du tout, justement, vous faites bien de le dire. C'est qu'actuellement, ce qu'on assiste, c'est que la question palestinienne n'a pas été évincée, bien au contraire, elle revient en force avec le poids des manifestations internationales, l'opinion publique et un isolement de plus en plus diplomatique et moral de l'entité sioniste. Mais ce qu'on assiste, ce qui est paradoxal aussi, c'est que le train de la normalisation ne s'est pas arrêté. Il a été gelé. Donc rien ne dit que ces pays-là qui auraient dû avoir le courage de rappeler l'ambassadeur et de geler les relations et même appliquer ce qui a été proposé lors du première réunion des ministres des Affaires étrangères à des pays de la Ligue arabe, certaines décisions courageuses proposées par l'Algérie, l'Irak et le Liban de prendre des mesures pour aider les Palestiniens et stopper cette spirale infernale. Donc là, la question palestinienne revient, ce qu'on appelle, on est passé de la périphérie à la centralité. Donc revient comme une variable d'ajustement, une variable qui impacte les politiques régionales, les stratégies régionales, pour ne pas dire aussi les stratégies internationales, pour une autre raison qui est très importante, c'est qu'on vit actuellement dans un monde globalisé qui est très connecté, à savoir, si vous voulez, des dynamiques fluides, des dynamiques complexes. Ce qui se passe au Moyen-Orient ne peut pas ne pas avoir un impact sur d'autres régions. La guerre en Ukraine l'a démontré avec la crise du gaz, la sécurité alimentaire. Et donc, le prolongement du conflit et de l'agression israélienne sur Gaza aura inévitablement des conséquences à la fois régionales et internationales. Alors, professeur Filali, on en parle de cette centralité de la question palestinienne, de son impact sur le monde entier. Je rappellerai que l'Union africaine a quand même refusé que Israël soit membre observateur, que vous avez fait référence tout à l'heure à la réaction du président brésilien qui a été lourdement... Ils ont été reprochés d'avoir tenu ce genre de propos, d'avoir comparé les bombardements actuels à ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président colombien et bolivien ont aussi exprimé leur entière solidarité avec leur homologue brésilien. Est-ce que vous pensez que, au fil du temps, finalement, ça a été dit au début de cette émission, que les États-Unis se retrouveront encore plus isolés et que finalement, peut-être aussi avec la pression populaire, il faudra trouver une solution à ce conflit qui dure depuis des décennies? On va dans cette direction.
Et ce qui risque de se passer prochainement, c'est qu'il va y avoir encore des réactions au niveau latino-américain, au niveau africain. Au niveau africain, par exemple, ils avaient postulé, l'entité sioniste avait postulé pour être membre observateur. Cette fois-ci, ça a été écarté d'un revers de la main et par conséquent, il n'y a plus possibilité de réinscrire cette question sur l'agenda du sommet des chefs d'État et de gouvernement africain. Ça y est, ça a disparu et ça, c'est une chose très positive parce que nous avons des pays africains qui parlent d'une seule voix. La question palestinienne est revenue donc à la priorité dans les différents agendas et notamment celui des Nations Unies, celui des États, puisque maintenant, en matière de politique étrangère, elle a la priorité des priorités. Quel comportement adopter par rapport à cette question qui a des implications non seulement politiques, économiques, écologiques, name it. Donc il y a tellement de choses qui vont avec et j'avais développé donc dans mon intervention précédente le fait qu'il y a un réveil, qu'il y a donc la formation d'un bloc. Je ne vais pas parler de rébellion parce qu'il n'est pas encore temps d'utiliser ce type de vocabulaire, mais cela risque d'arriver plus tôt que prévu dans le sens où les États aujourd'hui n'acceptent plus un ordre mondial dans lequel il y a une hégémonie. Donc il y a un unilatéralisme qui finalement se permet, et on le voit, on tue, on massacre, on affame, on déplace, on pratique donc, on démolit, on fait toutes les pratiques interdites par le droit international et même par la coutume internationale sont donc là et puis au sud de tout le monde. Et quelque part, l'humanité qui existe dans les peuples et l'humanité aussi qui anime les dirigeants, quelque part, va se dire là, c'est trop, basta, il faut s'arrêter, on ne peut plus aller plus loin que cela parce qu'il y a trop de dommages et que c'est l'humanité qui est perdante. Donc il est temps de se ressaisir, il est temps de regarder la réalité en face et de se dire on ne peut pas continuer, il faut s'arrêter et il faut combattre l'impunité. Ça a été dit hier aussi au niveau des Nations Unies par notre représentant. Tant que l'impunité demeure, il n'y aura pas un monde où la justice et les égalités, la non-discrimination, le respect, la dignité, le droit à la vie continuera à durer, à exister. Donc nous sommes là vraiment dans une situation qui pratiquement provoque une secousse. C'est comme une secousse sismique et une turbulence les valeurs sur lesquelles a été construit notre ordre international depuis 1945 et même bien avant, parce que bien avant, si on prend le principe par exemple de l'humanité, le principe de l'humanité a été donc reconnu bien avant 1945 et on dit que c'est un principe supérieur à toute autre considération, c'est-à-dire c'est lui qui prime. Et là, après 1945, ça a été inclus dans les textes, dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, et pourquoi pas aussi plus tard dans la jurisprudence de la CPI. Donc il y a aussi ces mécanismes nouveaux, judiciaires et autres qui existent et qui apparemment aujourd'hui sont d'accord, que ce soit les agences internationales telles que l'OMS, telles que l'UNICEF, telles que donc qui viennent justement soutenir ce qui se passe actuellement, soutenir, c'est-à-dire la vision actuelle, c'est-à-dire que les relations internationales doivent changer et au profit de la justice
mondiale. Merci. Et Je non rappelle pas quand même que la uniquement, Cour internationale... au service de certains. Merci, professeur Filali. Je rappelle que la Cour internationale de justice qui siège à La Haye tient cette semaine des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967. Alors, justement, il ne faut pas oublier que ça reste une question aussi coloniale. C'est ce qui a été, c'est ce qu'on a voulu aujourd'hui cacher en remettant ou en disant que le conflit a commencé le 7 octobre. Aujourd'hui, on occulte l'occupation, la colonisation. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que le principe des deux États est viable, professeur Dresky? Je vais vous dire, c'est pas à moi, c'est aux Palestiniens. Parce que c'est eux qui sont colonisés et c'est eux qui n'ont pas été décolonisés. Et donc, la question de savoir quelle est la solution pour la Palestine, pour la décolonisation de la Palestine, c'est aux Palestiniens de répondre et aux organisations de résistance, puisque le droit à la résistance fait partie des droits reconnus par le droit international. Donc, donc c'est aux résistants palestiniens, en fait, dans leur diversité d'ailleurs, de répondre si ils voient leur avenir dans deux États, un État, quelle forme d'État, binational, démocratique, ça c'est à eux de voir. Nous, notre devoir, puisque nous ne sommes pas palestiniens, c'est de les soutenir dans leur combat, de la même façon que tout homme libre soutenait n'importe quel combat anticolonial dans les différents pays qui se sont libérés les uns après les autres de la colonisation. Je rappelle quand même que la Palestine, c'est un des derniers États colonisés au monde. Donc ça me semble important. Ce qui me semble aussi important, c'est que la délégitimation des élites européennes en particulier avait commencé déjà il y a un certain temps, mais que ce qui se passe en Palestine achève la délégitimation des systèmes et des élites politiques européennes. Je remarquerai aussi qu'on a parlé de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Brésil, c'est-à-dire en fait de pays soit latino-américains, soit africains, mais je pense qu'il y a aussi une délégitimation d'un certain nombre de régimes arabes, en particulier du Machrek, parce qu'ils sont les plus proches de la Palestine et c'est ceux qui se sont manifestés avec beaucoup moins de courage et d'engagement. Et ça, les peuples ne l'oublieront pas. Et donc, on peut s'attendre à des troubles dans un certain nombre de pays dont les régimes perdent leur légitimité. Alors, fort heureusement, les pays qui ont pris des positions justes lors de ce conflit seront sans doute des phares par rapport aux pays dont les dirigeants ont été lamentables. Merci. Alors justement, l'entité sioniste parle de cette offensive qu'elle doit lancer sur Rafah. Et on risque de rentrer encore une fois dans une zone encore plus chaotique, voire extrêmement dangereuse. Le conflit aussi s'élargit aux autres régions. Il ne faut pas oublier que le Liban est bombardé depuis quelques jours, que la Syrie est également visée. Alors, une opération militaire de grande envergure n'a pas d'intérêt stratégique et aurait pour conséquence de rendre l'enclave palestinienne inhabitable, ça on le sait. Mais à tout conflit, il faut qu'il y ait une solution politique. Ça ne peut être pas la solution militaire ne peut rien apporter. Bien entendu, on dit généralement que gagner une guerre militairement ne veut signifier en aucun cas c'est qu'on a terminé le conflit, qu'on a gagné politiquement. Donc ça peut être in fine une victoire à la Pyrrhus. Donc là, la crainte actuellement, c'est que les Israéliens menacent d'aller, que les Israéliens exécutent leur menace d'aller envahir Rafah, d'entamer une opération militaire qui serait encore plus meurtrière. Pour une raison simple, c'est qu'un condensé de population, c'est que chasser, renvoyer tous les Palestiniens qui étaient à Khan Younis vers Rafah de 300 000, le nombre passera à 1 400 000. Donc, c'est dire actuellement, selon que l'opération soit aérienne et c'est la plus privilégiée par les Israéliens pour réduire le nombre de morts, donc l'impact, les victimes sera, je crois, quintuplé, pour ne pas dire décuplé par rapport à là. Donc il y a le risque que... Le génocide pourrait être acté. Il est déjà acté. Donc, parle de génocide acté, absolument. Il est déjà acté, mais au-delà du génocide, cela démontrerait une fois encore qu'on est en face d'une entité qui est jusqu'au boutiste et qui est regardée par le veto américain, le soutien américain, qui joue d'une certaine impunité, qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais la crainte, c'est que cette
opération militaire risque d'aggraver encore la situation, non pas sur le plan humanitaire, mais sur le plan régional. Oui. Car le premier pays qui sera concerné, c'est l'Égypte. Donc, on attend maintenant comment les Égyptiens vont réagir. On veut pousser les Palestiniens, les Razaouis, vers le Sinaï. Tout à fait. Et deuxième, ça sera un test par rapport au camp arabe, les pays arabes, comment ils vont réagir. Jusqu'à présent, on peut dire, disons-le franchement, qu'il n'y avait pas une solidarité arabe, il n'y avait pas une politique arabe, un consensus arabe. C'était une politique timorée, pour ne pas dire autre chose. Donc, il y a, à part la rue arabe qui bouge un petit peu, et la rue latino-américaine et certains pays européens. Donc, le risque, c'est que cette opération militaire isolerait davantage les Rajaouis, aggraverait leur désastre, leur drame humanitaire, mais aussi c'est dénuderait un petit peu la politique de certains pays arabes, certains régimes arabes qui sont restés un petit peu, qui refusent jusqu'à présent de prendre le minimum syndical de décision, à savoir geler, rappeler l'ambassadeur et voire même pourquoi pas briser l'embargo et envoyer de l'aide humanitaire, notamment un bateau, pour ce qui a été fait en 1973. Parce que la question qui revient en récurrence, c'est que est-ce que les pays arabes sont conscients de leur capacité? C'est-à-dire qu'ils peuvent agir en bloc, et je ne crois pas que les Américains iraient jusqu'à... parce que les Américains ont besoin des pays arabes. Donc là, la question qui se pose, c'est que je crois que le drame des Palestiniens, c'est qu'il n'y a pas une solidarité des pays arabes, de certains États arabes, qui pourrait faire pression, qui pourrait faire contrebalancer, ou du moins atténuer les malheurs des Palestiniens. Alors, il nous reste quelques minutes pour clore. Professeur Filali et professeur Droueski, je vais vous donner la parole. Alors, professeur Filali, le peuple palestinien, on le sait, est allé de tragédie en tragédie depuis la Nakba, mais jamais il n'a connu une telle souffrance, une telle tragédie. Et si l'incursion à Rafah se précise, ce serait encore plus chaotique aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait, on sait que les pourparlers n'ont pas encore abouti entre le Hamas et l'entité israélienne qui se déroule actuellement au Caire. Que reste-t-il aujourd'hui à faire? Cette solution, finalement, l'entité sioniste poursuit son dessein, celui de vider Gaza. Voilà, nous sommes devant une situation qui a été décrite par le président brésilien. Donc, apparemment, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'exemples dans l'histoire. Et il est vraiment triste et malheureux, voire dramatique, de voir que, quand même, en 2024, nous assistons à des massacres de population, et que l'entité internationale qui a été prévue ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Il faut aussi attirer l'attention sur le fait que les Arabes, les États arabes, avec la normalisation, ont pratiquement retiré la question palestinienne des priorités. Heureusement qu'il y a encore certains qui le disent timidement ou tout haut, qu'il n'est pas question que cette question soit reléguée au deuxième ou troisième plan. Moi, j'ai écouté hier les interventions de certains pays arabes au niveau de la CIJ, et j'ai été quand même très rassuré par certaines déclarations, et qui ont mis un niet, par exemple, à la possibilité qu'il n'y ait pas de vider la population palestinienne, de déplacer la population palestinienne vers d'autres cieux. Donc, il y a quand même un espoir. On n'est pas maintenant devant une catastrophe. On est devant une catastrophe, mais elle ne risque pas de s'alourdir. Parce que les menaces de Netanyahou sont des menaces qui sont faites à partir d'intérêts personnels. C'est son avenir qui fait qu'il réagisse et qu'il fasse des intimidations grotesques. Mais je pense qu'il y aura quelques frappes, mais on n'ira pas complètement au massacre, parce qu'ils ont beaucoup à perdre, d'autant plus que les Israéliens doivent présenter un rapport de ce qui a été, pour ce qui a été fait.
par eux pour empêcher le génocide à la Cour devant internationale la Cour internationale de justice. Merci professeur Filali. Le dernier mot vous revient, professeur Dreski. Justement, beaucoup, on a beaucoup parlé de la question palestinienne sur notre plateau. Beaucoup disent qu'il y a eu un avant 7 octobre et il y aura un après 7 octobre. Très certainement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, la question palestinienne aurait pu être enterrée. Aujourd'hui, elle ne pourra pas être enterrée. Et je rappellerai quand même que l'Afrique du Sud de l'apartheid est tombée alors que personne ne pensait que ça serait si rapide. Et finalement, ça s'est fait. Alors, la situation n'est pas la même, mais les rapports de force sont en train de changer dans le monde entier. Et c'est ça, finalement, qui compte. En fait, c'est une lutte contre la montre. Les Israéliens luttent contre la montre parce que le vent de l'histoire n'est pas en leur faveur. Leur situation économique stagne ou se dégrade. Ils sont la société israélienne se désagrège aussi politiquement, religieusement, avec l'émigration de beaucoup d'Israéliens. Tout ça milite plutôt en faveur d'un optimisme sur le long terme. Sur le court terme, évidemment, on va sans doute continuer à assister à des drames qui vont poursuivre la vision d'un monde cynique gouverné par des élites, en particulier occidentales, qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, le roi élu. Merci professeur Bruno Droeski d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous professeur Cherif Driss qui étiez aussi avec nous sur le plateau et de nous avoir éclairé sur la situation. Merci à professeur Kamel Filali en direct avec nous depuis Constantine. Et merci à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain, Inch'Allah.